Salut tout le monde, c'est Stéphane Rostamanier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans Lanceur d'Arrête, on va parler d'un sujet qui est vraiment au cœur de la mission que je me suis donnée en lançant ce podcast. On va aborder la santé mentale du personnel scolaire. Pourquoi? Parce que en février 2025, l'Institut national de santé publique du Québec a publié une étude qu'ils ont menée et elle dresse un portrait, je vous mentirai pas, un portrait alarmant des risques psychosociaux du travail dans les écoles. Alors, c'est quoi des risques psychosociaux? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça signifie concrètement, les résultats de cette étude? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans la Lanceur d'Arrête. Alors, c'est parti, on y va. Alors, l'étude que l'Institut national de santé publique du Québec vient de publier, il y a 21 800 membres du personnel scolaire, que ce soit des enseignants, du personnel de soutien, des professionnels, des cadres même, qui ont participé à cette enquête. Donc quand même, on a un échantillon qui est considérable, qui est représentatif. Il y a vraiment des enseignements importants à tirer de cette étude. Le premier étant que ce que les syndicats disent depuis des années, ça vient d'être scientifiquement démontré. Je ne veux pas dire que je suis content d'avoir raison, parce que les conclusions du rapport dressent quand même un portrait plutôt sombre. Mais message à nos patrons, on est sur le terrain, on vit l'école de l'intérieur. Quand on vous dit quelque chose, croyez-nous. Bon, je le sais, les patrons, ils n'aiment pas qu'on ait raison, mais s'ils ont un minimum d'honnêteté intellectuelle et qu'ils prennent acte de ce que dit cette étude, ils ont du pain sur la planche. Et quand je parle de nos patrons, je parle des gestionnaires de proximité, mais je parle aussi des dirigeants en haut de la pyramide, en haut de la tour d'ivoire. Va falloir faire une méchante prise de conscience, mesdames et messieurs. Une chose est sûre, il ne faut absolument pas que ce rapport se retrouve tabletté. Comptez sur moi pour faire ma part, humblement, pour le diffuser. D'ailleurs, je vais le mettre sur le lanceurdarrête.ca dans la section ressources. Donc, vous pourrez prendre le temps d'aller le regarder en détail. Bon, assez parlé du contexte, on plonge dans ce rapport, en passant qui est quand même assez facile à lire, qui n'est pas un rapport austère, là, qui est quand même assez bien fait avec beaucoup de tableaux assez visuels. L'échantillon sur lequel les chercheurs se sont penchés était le suivant. 43,64% de profs, 46,63% de membres du personnel de soutien, 6,32% de professionnels et 3,41% de cadres. Donc, l'étude fait remarquer que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les enseignants, mais bien le personnel de soutien qui passe le plus de temps en interaction avec les élèves. Nous, on le savait, mais l'étude le souligne. En effet, 46% du personnel de soutien passe la totalité de son temps de travail en présence des élèves, contre seulement 26% des enseignants. Je voulais le souligner parce que ça montre bien le rôle clé qu'il joue ce personnel de soutien. Le personnel de soutien est présent pour aider les jeunes qui ont des besoins particuliers, ça, vous le savez, gérer des crises, des comportements difficiles. Ça, en passant, là, c'est une tendance qui s'accentue depuis quelques années. Personnellement, j'ai commencé à le constater quand les profs ont obtenu, dans une convention collective passée, de ne plus faire la surveillance des récréations. Depuis, on constate une tendance qui est que les enseignants gèrent de moins en moins les comportements, font de moins en moins de gestion de classe. Évidemment, pas tout le monde, hein, je ne vais pas le préciser à chaque fois, mais la tendance globale, c'est quand même ça. C'est que tout ce qui est gestion de comportement, gestion des élèves, ça glisse dans la cour du personnel de soutien de plus en plus. J'ai presque envie de vous dire que c'est le personnel de soutien qui ramasse la patate chaude. Pourquoi? Parce que c'est pas anodin, le fait qu'on gère plus de comportements, parce que vous allez le voir un petit peu plus tard, le personnel de soutien est davantage exposé à la violence. Bon, ceci étant dit, dès le début du rapport, les auteurs de l'étude se positionnent par rapport à d'autres études effectuées avant eux. Tout d'abord, dans une sorte de préambule, les chercheurs commencent en disant qu'ils s'appuient sur de nombreuses études du passé et que ces études du passé ont souligné les liens entre les risques psychosociaux et les problèmes de santé mentale des travailleurs. Donc, en fait, les risques psychosociaux deviennent des facteurs aggravants pour le développement des problèmes de santé mentale. Les facteurs aggravants, les risques psychosociaux qu'ils mettent de l'avant,
c'est la charge de travail élevée, la faible latitude décisionnelle, le manque de soutien des collègues et des supérieurs, l'absence de reconnaissance et l'exposition à la violence. Charge de travail élevée, faible latitude décisionnelle, manque de soutien des supérieurs, absence de reconnaissance, exposition à la violence. Ben, c'est exactement, mot pour mot, ce que vivent quotidiennement les membres du personnel de soutien scolaire. Donc ça, c'est des choses qui avaient déjà été mises de l'avant par les études précédentes. Donc avant même de commencer à lire l'étude, on savait déjà que les principaux problèmes dénoncés par les syndicats étaient des aspects directement reliés à la santé mentale du personnel. Parce que les chercheurs, ils soulignent également que ça a été démontré justement, ce lien de cause à effet entre les risques psychosociaux que je viens de vous nommer et sur lesquels on va revenir en détail, et le fait que la présence de ces risques augmente la probabilité de développer des troubles dépressifs, d'anxiété, d'épuisement professionnel. Bon, ça, on pouvait le deviner intuitivement, mais ce que l'étude nous apprend, c'est que les difficultés se vivent dans des proportions qui dépassent ce que nous avions estimé. Le premier constat, il est frappant. La charge de travail élevée, c'est le principal risque psychosocial. Donc, c'est celui qui est le plus fréquemment rapporté. 72% des employés font face à une charge de travail trop élevée. Bon, ce chiffre inclut les gestionnaires qui se sentent débordés alors qu'ils passent leur temps dans des rencontres ou des comités inutiles, qu'elles et ils gèrent leurs priorités de façon qui laisse entrevoir l'incompétence d'une grande partie d'entre eux. Tu sais, quand tu passes ton temps à faire des rencontres disciplinaires, à harceler du personnel en arrêt de travail pour qu'ils reviennent, effectivement, tu peux te sentir surchargé quand vient le temps de développer des mesures concrètes pour aider le monde sur le terrain. Donc, ça doit être vrai qu'ils se sentent débordés, malgré le fait que beaucoup d'entre eux occupent des bullshit jobs. Mais bon, ils représentent que 3,5% des chiffres qu'on va énoncer aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui se posent la question, non, ce commentaire n'est pas dans l'étude. Au niveau des employés de soutien, c'est 61% d'entre eux qui déclarent avoir une charge de travail trop élevée. Imaginez que vous devez jongler avec une multitude de tâches, gérer des situations complexes avec peu de ressources ou pas de ressources, tout en étant sous-payé et peu reconnu. C'est la recette parfaite pour qu'on voie l'apparition des différents indicateurs de problèmes de santé mentale. Tu sais, la détresse psychologique, l'absentéisme, l'épuisement professionnel, parfois même l'augmentation de consommation de substances psychoactives, alcool, drogue. Donc, vous voyez le tableau, hein? Trop de pression, pas assez de reconnaissance. À la fin, on se retrouve face à des personnes qui sont épuisées, en souffrance et qui finissent par vouloir quitter leur emploi. Je suis vraiment fatigué. Je vais rentrer chez moi maintenant. D'ailleurs, ça, l'étude en parle. Près de 17% des répondants avaient l'intention de quitter leur emploi ou de changer de domaine dans l'année suivante. 17%, c'est presque 1 sur 5, c'est beaucoup. Honnêtement, j'aurais dit que c'était plus. Évidemment, l'étude ne dit pas combien ont réellement quitté par la suite. On va un peu extrapoler. On va imaginer que sur ces 17%, il y en a 10% qui s'en vont vraiment dans l'année qui suit. Donc, on a un employé sur 10 qui, chaque année, quitte le système scolaire. Ça, c'est clair que c'est pas pour améliorer la charge de travail de ceux qui restent. Donc, le problème est un cercle vicieux qui s'auto-alimente négativement. Vous savez, la surcharge de travail, on la dénonce depuis des années. Elle s'est accrue avec la pandémie. Aujourd'hui, elle s'accroît avec le manque de personnel. Et à ce titre, je peux vous dire qu'on n'a pas vraiment d'écoute de la part des dirigeants, que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche. Il n'y a jamais d'argent pour ça. Vous trouvez pas ça absurde que dans une école, il n'y a pas d'argent pour celles et ceux qui passent la plus grande partie de leur temps avec les élèves? Je veux dire, si tu n'as pas d'argent pour ça, tu as de l'argent pour quoi? Puis la surcharge, elle vient aussi de l'incompétence des boss. Des petits chefs zélés qui pressent le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Des gens qui ne savent pas dealer avec du monde surchargé, du monde épuisé, qui ne savent pas les traiter de façon humaine. Vous allez nous faire travailler jusqu'à ce qu'on meure? On essaiera en tout cas. Il y a aussi ceux qui se permettent de passer des commentaires quand une personne s'absente pour des raisons de santé, qui disent « tu nous mets dans la merde quand t'es pas là ». Je vous le dis, je viens pas de l'inventer, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Ou lorsqu'une personne revient d'un arrêt de travail plus long, pour des raisons de santé, elle se fait accueillir avec des gestionnaires qui lui font des commentaires du genre « tu sais, l'équipe est échaudée, ils en ont bavé pendant ton absence, maintenant il va falloir mettre les bouchées doubles ». C'est merveilleux ça pour revenir dans de bonnes conditions de se faire dire ça. Deuxième
Risque psychosocial, la faible latitude décisionnelle. Le milieu scolaire, il est très hiérarchisé. Quand je vous dis que le rôle des patrons, c'est de maintenir la chaîne de domination, dans le monde de l'éducation, c'est éloquent. Même si on parle du secteur public, c'est le même système partout et la hiérarchie est extrêmement rigide dans le monde de l'éducation. Les personnes en position de pouvoir y tiennent à leur statut, puis, comme je vous l'ai déjà dit, ils adorent utiliser le mot insubordination. Ils se gargarisent de leur droit de gestion, ils disent qu'ils ne font pas de co-gestion. Ils adorent cette expression. Évidemment, ça ne laisse pas beaucoup de place pour l'initiative. Beaucoup d'employés ne sentent pas qu'ils ont une grande autonomie professionnelle, ils ne se sentent pas vraiment écoutés. Puis parfois, ça entraîne une perte de sens. Troisièmement, le manque de soutien des collègues et des supérieurs. En plus de la charge de travail écrasante, les employés de soutien, ils manquent cruellement de ressources. Plus de 50% d'entre eux estiment que les moyens mis à leur disposition sont insuffisants pour s'occuper des élèves aux besoins particuliers, par exemple. Et ce déficit les oblige à improviser, à compenser par eux-mêmes, augmente le stress, augmente leur fatigue. Personnellement, sur le terrain, je ne constate pas un manque de soutien entre collègues. Même si parfois, quand on est épuisé, on peut avoir moins tendance à se tourner vers les autres, c'est tout à fait normal. On est en mode survie parfois. Ce que je vois souvent, au contraire, c'est des employés qui se brûlent, qui devraient s'arrêter mais qui ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas mettre leur équipe dans le pétrin. Combien de fois je l'ai entendu ça? Ou parce que les élèves sont trop importants. Je ne peux pas laisser tomber mes jeunes, je ne peux pas laisser tomber mon équipe. Ça, je l'entends souvent. En ce qui concerne le soutien des supérieurs, on va être honnête, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a certaines directions qui sont vraiment de bonne foi, qui veulent aider, mais à un moment donné, ils se font rattraper par les mesures budgétaires. Ils n'ont pas de l'argent pour tout, ils ne peuvent pas en mettre partout. Et puis, il y a ceux qui sont incompétents. Ils ne peuvent pas soutenir correctement leurs employés parce qu'ils n'ont aucune crise d'idée de ce en quoi consiste leur travail. Et plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu constates cette tendance. En raison du principe de Peter, donc tous les employés qui gravissent les échelons tendent à atteindre leur seuil d'incompétence, j'en ai déjà parlé, mais aussi parce que plus tu montes, plus tu es loin du terrain et donc plus tu es déconnecté. Quatrième risque psychosocial, le manque de reconnaissance. Les résultats de l'étude sont éloquents. 56% des membres du personnel scolaire souffrent d'un manque de reconnaissance. Alors ce chiffre inclut bien sûr les enseignants qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent, mais également le personnel de soutien qui, eux, sont quasiment invisibles. D'ailleurs, auprès d'eux, spécifiquement, le chiffre s'élève à près de 60%. Mais la reconnaissance au travail, on le sait, c'est un facteur essentiel pour préserver notre santé mentale. Et justement, parlons de santé mentale parce qu'il y a un lien. Ça sera pas entre les deux oreilles, peut-être? Pense que oui, moi. Le taux de détresse psychologique est particulièrement élevé. 57% du personnel scolaire était en détresse psychologique élevée ou très élevée au moment de l'étude. Et de ce nombre, 95% attribuent cette détresse en tout ou en partie à leurs conditions de travail. Autrement dit, c'est plus d'un employé sur deux qui est malheureux au travail dans le système d'éducation. Pourtant, je vous le dis, quand on dénonce ce mal-être, certains cadres nous rétorquent que nous ne parlons qu'à ceux qui ne vont pas bien, ou qu'à ceux qui sont mécontents, ou qu'à ceux qui ont des problèmes au niveau disciplinaire. Donc, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est qu'on voit que le négatif. Ça fait en sorte que cette détresse, elle est minimisée. Elle est parfois gérée comme un caprice de la personne. Et lorsque les patrons ils reconnaissent qu'effectivement la personne est en détresse, ils vont s'empresser d'attribuer cette détresse à des circonstances dans la vie personnelle de la personne. Sauf que là, on a l'INSPQ, qui est un organisme sérieux, crédible, qui n'est pas nécessairement reconnu comme un repère de gauchistes, qui prouve justement le contraire, avec des données sans appel. Donc, mesdames, messieurs les cadres, prenez acte que la majorité de vos employés ne sont pas heureux au travail et quand ils sont en détresse psychologique, oui, ça a un lien avec l'environnement de travail que vous leur proposez. Puis ici, présentement, il y en a pas mal plus qu'on pense du mental. Cinquième facteur de risque, l'exposition à la violence. Près d'un quart du personnel a reçu des menaces de violence, un tiers a subi au moins une agression physique, 40% ont vécu du harcèlement psychologique, parfois de la part d'autres collègues, parfois de la hiérarchie, mais aussi souvent des élèves. Quand on pense à l'impact que ces violences ont sur la motivation, sur l'estime de soi, sur la capacité à bien faire son travail, on a une meilleure idée de pourquoi tant de gens veulent s'en aller. Le personnel de soutien est la catégorie d'emploi la plus exposée à la violence physique. 37% des employés interrogés rapportent avoir été victimes de violences au travail. Et ce chiffre grimpe à 42% quand on parle aux préposés aux élèves handicapés.
Cette violence, les syndicats la dénoncent depuis des années. Elle est toujours remise en perspective par la loi de l'instruction publique. Le petit Kevin frappe les intervenants quotidiennement, il fait des crises lors desquelles il détruit du matériel. Il va continuer à fréquenter l'école très, très longtemps en raison de son droit à être scolarisé. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Parfois, il y a quelqu'un qui met ses culottes et on vient mettre fin à tout ça en offrant une scolarisation à la maison qui est loin d'être idéale pour l'enfant, c'est clair. Mais dites-vous une chose, c'est que s'il est en crise de façon quotidienne à l'école, il n'apprend pas beaucoup plus. Quant à la violence de la part des collègues ou des supérieurs, je peux vous assurer que les personnes qui en sont les auteurs sont davantage protégées quand ce sont des directions et des enseignants. Je vais faire dresser les cheveux sur la tête à plusieurs, mais c'est une réalité, il va falloir qu'on le dise. Le personnel de soutien, lui, il n'a pas droit à l'erreur. Puis honnêtement, on s'entend là, je suis d'accord avec le fait d'être sévère, intraitable avec des comportements violents ou harcelants au travail. Moi, ce que je demande juste, c'est que cette sévérité, elle soit la même pour tous. Donc, ce que l'étude souligne, c'est que 41% du personnel scolaire a subi du harcèlement psychologique. Juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai trouvé une étude de l'Institut de la statistique du Québec qui parle de 8% chez la population en général. Puis il y a un autre sondage de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés qui a déterminé que c'était 11%. Donc, on va dire que c'est 11%, mettons. Ben, ça fait quand même que le taux de harcèlement est 4 fois plus élevé dans le milieu de l'éducation. Pourquoi c'est le plus élevé dans le monde de l'éducation? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais je sais une chose, c'est que quand les tâches et les responsabilités ne sont pas claires, c'est le terreau parfait pour faire fleurir le harcèlement. Or, c'est une caractéristique du système scolaire québécois. Tout le monde veut être le chef, personne ne gère rien. Les auteurs de l'étude mentionnent également que les travailleurs exposés aux risques psychosociaux, donc les 5 catégories que je viens de vous donner, ont 76% plus de risques de s'absenter du travail en raison d'un problème de santé mentale diagnostiqué, comparativement à celles et ceux qui ne sont pas exposés à ces risques. Donc, plutôt que de ne pas croire les employés en dépression, plutôt que mettre la pression pour qu'ils reviennent en brandissant le spectre de l'invalidité chronique, en mettant en doute la véracité de ce que les gens vivent, parce que combien de fois il y a des sous-entendus qui sont vraiment limites. Mais les employeurs, ils devraient mettre les bouchées doubles afin de couper les risques psychosociaux à la source. C'est ça qu'on dit souvent quand il y a des problèmes, des risques au travail. Ben, il faut couper le risque à la source. Puis je vous le dis, l'une des sources, c'est l'abus de pouvoir des petits chefs. Et le système scolaire en compte énormément. Je vais dire un gros mot, mais j'assume. L'environnement de travail dans les écoles, c'est pas seulement exigeant, c'est toxique pour une grande partie du personnel. Et je peux vous le dire, cet aspect, il est complètement nié par certains cadres du milieu scolaire qui vivent dans une tour d'ivoire et qui n'ont aucune idée des réalités du terrain. Je l'ai souvent nommé, mais là, c'est éloquent. Et quand ils le savent, quand ils en prennent conscience, ils se mettent la tête dans le sable. Parce qu'ils ne peuvent pas, ou ne veulent pas, dégager les sommes pour résoudre les problèmes. On en vient toujours à l'argent. On n'a jamais d'argent dans le système scolaire. Surtout quand il s'agit des employés de soutien. Et en plus, au risque de me répéter, je vous rappelle que beaucoup de gestionnaires n'ont pas la compétence pour régler quoi que ce soit. Et eux, ce qui se font mandater par le ministère de l'Éducation ou par le Conseil du Trésor, c'est de faire des coupures. Donc ça, c'est merveilleux pour eux. Ils peuvent se cacher en disant qu'il n'y a pas d'argent. Ça leur permet de ne pas avoir à révéler que même s'ils avaient du financement, ils ne sauraient pas quoi faire avec, ils ne sauraient pas comment régler les problèmes. Mais ça fait en sorte que l'employé, il s'arrange avec les moyens du bord, puis ça, comme on dit, ça tire du jus. Donc oui, ça augmente le stress, la fatigue. Et quand on a du monde qui sont épuisés, fatigués, la réponse qu'on a des employeurs, c'est le programme d'aide aux employés. Ils le brandissent comme une baguette magique, une solution miracle. Et en passant, c'est très bien que le programme d'aide aux employés existe, mais il ne faut pas non plus exagérer sa capacité d'action. Après 4 rencontres avec un professionnel, même si c'est fructueux, c'est rare qu'on soit capable de régler une dépression ou un burn-out. L'étude suggère quand même certaines pistes de solutions. Puis moi, je vais un peu mélanger tout ça avec les miennes. Pour commencer, à faire reculer ce rouleau compresseur, il va falloir faire ce que tout bon intervenant en santé et sécurité ferait, éliminer le problème à la source. Je l'ai un peu dit tantôt. On va les prendre un par un. En ce qui concerne la surcharge de travail, il faut repenser la répartition des ressources. Le personnel de soutien qui est en première ligne doit avoir les outils nécessaires pour bien faire son travail, des effectifs suffisants, des formations adaptées, des conditions de travail saines. Ça, c'est fondamental pour garantir le bien-être des employés et par extension des élèves. Malheureusement, vous le savez sûrement,
Le gouvernement, en ce moment, fait exactement le contraire. Il demande aux centres de services des coupures. Alors, non seulement on embauche peu ou plus, mais par-dessus ça, on va leur demander de couper des postes. Et soyons francs, dans les domaines les plus en manque de personnel, comme les services de garde par exemple, les conditions ne donnent pas toujours envie de s'engager là-dedans. Vous le savez peut-être, mais les élèves qui reçoivent des services ou de l'accompagnement sur les heures de classe n'en reçoivent pas au service de garde. Quand la cloche sonne, ils sont guéris, ils n'ont plus de problème. Alors, je vais être honnête, il y a certaines directions qui tentent de redistribuer des fonds pour offrir plus de soutien au service de garde. Il y en a, mais comme le budget n'est pas élastique, ça se fait toujours au détriment d'autres postes au sein de l'école. Bon, cela dit, au-delà du financement, il va falloir un changement de culture. Déjà, de la bienveillance et du respect pour celles et ceux qui tombent au combat. Pas de commentaires mesquins en sous-entendant qu'une personne en arrêt de travail est en vacances, par exemple. Un véritable soutien lorsqu'elles reviennent, c'est-à-dire pas de culpabilisation d'avoir été absent ou absente, et on y va mollo. On ne presse pas le citron au complet dès l'arrivée de la personne. Et c'est clair que ça implique un changement drastique dans le mode de gestion. La dictature actuelle doit devenir une démocratie participative. Toutes les organisations qui ont réussi à résoudre des problèmes durablement, elles sont passées par la base. Elles ont consulté, écouté et impliqué le personnel qui travaille sur le terrain. Ensuite, il faut agir sur les conditions de travail. Améliorer l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle. Ça prend des ressources. Quand tu veux t'absenter pour des raisons familiales, ça prend quelqu'un pour te remplacer sur ta chaise. Mieux former le personnel en gestion de conflits. You think I'm afraid of you? Man, that's fine. Okay, no, I don't. You No, I think I'm don't. afraid of you, man? Are you crazy in your head, man? Offrir un accompagnement psychologique accessible et consistant. Donc, bonifier les PAE, par exemple. Et la prévention de la violence au travail doit devenir une priorité absolue, je dirais même une priorité nationale. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces risques psychosociaux ne sont pas une fatalité. L'étude le montre bien, ce sont des facteurs identifiables, mesurables et donc modifiables. Il faut que les décideurs, les employeurs et les syndicats aussi, tous les gens du milieu se mobilisent pour changer les choses. Nous, on est prêts. Est-ce que vous l'êtes, messieurs, dames, les gestionnaires? Une chose est sûre, on ne peut pas continuer comme ça. Avant de conclure, je veux qu'on ait une pensée pour toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre, qui donnent de l'énergie pour accompagner nos enfants, nos adolescents, malgré la pression, malgré le stress. Et je parle évidemment du personnel de soutien scolaire. Ce que vous faites est essentiel. Il est plus que temps que votre bien-être soit une priorité. Vous pourrez compter sur Lanceurs d'Arrêt pour être votre porte-voix à ce niveau-là. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Partagez le podcast, s'il vous plaît. Donnez-nous des reviews positives. Partagez mes publications sur les réseaux sociaux. Ça fait en sorte qu'on se fait connaître. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Lanceurs d'Arrêt, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.